Bonsoir à tous. Eh bien, désolé pour ce retard, donc un petit problème technique. Donc, bienvenue donc dans ce dernier rendez-vous de Pharos de 2016, pour lequel nous allons aborder un thème qui nous est cher, les fausses informations. Nous vivons en effet dans un monde où l'information est en libre circulation et où la quantité consultable est tout simplement astronomique. C'est évidemment une bonne chose dans l'idée, et la culture à la portée de tous, tout ça, c'est formidable. Le souci, c'est que ça a des effets pervers. Chacun d'entre nous est désormais une source d'information potentielle et cela peut poser problème. On connaît les dégâts du téléphone arabe au sein d'un petit groupe de 10 à 15 personnes, alors imaginez à l'échelle de la planète. Par exemple, l'information selon laquelle le facteur de Tati Josette lui aurait remis un courrier destiné à sa voisine pourra se transformer sur un site internet de réinformation, entre guillemets bien sûr. Une vieille dame découvre l'identité reptilienne de sa voisine grâce à son facteur, ancien agent de la CIA repenti. Donc voilà, c'est quand même très différent. Mais outre les fausses informations rigolotes ou insignifiantes, quelles peuvent être les conséquences à grande échelle et dans le temps de ce type d'informations? Comment faire la différence et trier le nombre incalculable de données parfois contradictoires? Quels sont les réflexes, les techniques à mettre en œuvre? Et pour parler de tout ça, nous avons quelques invités de qualité, comme d'habitude. Donc pour commencer, nous avons François de la chaîne Primum Non Nocere, qui vulgarise la médecine. Bonsoir François. Bonsoir à tous. Nous avons aussi Cédric du blog Association Libre qui nous parlera de son expérience en tant qu'agent en bibliothèque. Salut Cédric. Et salut tout le monde. Ensuite nous avons Christophe de la chaîne Hygiène Mentale qui est une chaîne dédiée à l'esprit critique et qui aime passer son temps libre à jouer aux jeux de piste en remontant aux sources d'informations. Salut Christophe. Bonjour Loïc, bonjour tout le monde. Et enfin Victor qui est journaliste sciences et techniques pour le magazine L'Express. Salut Victor. Victor, on a perdu Victor apparemment. C'était presque parfait. Presque parfait. Alors, on va continuer en attendant que Victor nous revienne. Il va peut-être essayer de se reconnecter du coup. On va lancer le sujet par rapport donc à ces fausses informations. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour commencer? Peut-être il faudrait définir, puisque c'est toujours bien de définir les choses avant d'en parler. Quels sont les différents types de fausses informations du coup, selon vous? Je vais commencer par Christophe puisque c'est un petit peu ton domaine de prédilection. Mon domaine de prédilection à moi, je ne sais pas. Parce que moi, mon domaine de prédilection au départ, c'était juste l'étude des phénomènes paranormaux. Moi, je voulais juste avoir des moyens de faire le tri entre le vrai et le faux, mais par des protocoles expérimentaux. J'ai fait quelques études de physique où j'ai pu faire des protocoles et apprendre la méthodologie scientifique. Non, c'est seulement bien plus tard que je me suis rendu compte qu'il y a une certaine responsabilité des médias dans toutes les fausses informations qui traînent et qui créent des rumeurs et qui créent des croyances. Et du coup, c'est que plus tard que je me suis intéressé aux fausses informations de l'Internet. Et puis, je ne sais pas s'il y a vraiment de différentes sortes de fausses informations. Disons que pour un premier tri, il y a les désinformations qui sont faites en vue de créer de la fausse information pour tromper de façon malveillante, et puis la plupart en fait des désinformations elles sont faites de bonne foi. Voilà, c'est le premier tri que je ferai pour trier les fausses informations de l'internet. Oui, je pense aussi effectivement que c'est les deux catégories, on va dire, qu'on peut différencier, parce qu'il y a les honnêtes et les non honnêtes du coup. Et c'est quand même important de le souligner, quoi. C'est-à-dire que la plupart des informations qu'on va avoir circuler, elles sont pas forcément amenées là par malhonnêteté intellectuelle ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est tous. C'est ce que j'ai appris effectivement en étudiant tout ça, c'est que moi je pensais que la plupart des fausses informations que je croisais, elles avaient bien été créées par quelqu'un avec un certain but. Alors qu'en fait, j'ai compris qu'il y a plein de cas, c'est vraiment même la plupart des cas, c'est créé par personne en particulier. Ça peut très bien arriver sans que personne ait décidé de lancer ce truc-là, ou même quand c'est vraiment une personne, ça peut très bien ne pas être de façon malveillante, mais juste pour une blague, ou juste sans penser à mal, ou sans penser que ça sortirait du petit cercle familial, ou juste parce que la personne est persuadée que c'est vrai. Est-ce que quelqu'un a rajouté à ce niveau? Victor, est-ce qu'on peut t'entendre cette fois? Voir si tu es toujours là. Apparemment, il y a peut-être un souci avec le push to talk. Essaye de voir ça peut-être. Parce que tout à l'heure ça marchait, il n'y a pas de raison. Il y a un autre truc en fait qui est important par rapport
aux fausses informations actuellement, celles qui, en tout cas, peuvent porter à conséquence, quoi. C'est celles qui touchent des domaines scientifiques de la santé, etc. Il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est la différence entre le temps médiatique et le temps de la science. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ça? Je sais pas qui veut s'y frotter. Bah moi je vais, si tu parles du milieu de la santé, moi je vais en parler un petit peu plus puisque c'est quelque chose qui me touche directement. Tu parlais alors déjà des différents types de fausses informations. Ouais. Parce que alors il y a effectivement, je pense qu'il y a on peut grader globalement les fausses informations. Il y a celles qui sont, enfin déjà faux en science c'est compliqué parce que ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain. C'est déjà quelque chose d'assez compliqué. Bon, je sais pas si les gens ont quelque chose à dire par rapport à ça. C'est toujours un peu enfin risqué de dire ça c'est vrai, ça bougera pas. Surtout en science, en santé, je veux dire. Ensuite, il y a en santé la fausse information la plus désagréable, c'est la fausse information qui se base à la base sur quelque chose de à peu près vrai, mais qui se déforme complètement pour devenir quelque chose de très approximatif, voire complètement faux, et pour adhérer à une certaine idée. Et ça, c'est très difficile à contrecarrer parce qu'on a du mal à faut revenir sur la connaissance de base et remontrer en quoi elle a été pervertie à un moment ou à un autre. Et ça, je trouve que c'est la fausse information qui domine le plus en santé, en tout cas. D'accord. Et par rapport au temps médiatique, temps de la science, est-ce que tu as un truc à dire par rapport à la santé spécifiquement ou en général, comme tu veux? Ne serait-ce que quand on fait un médicament. Un médicament, il y a des gens qui développent la molécule, puis ensuite ils font des essais, alors d'abord sur des modèles animaux, puis ensuite sur un petit groupe de patients malades pour déterminer quelle est la bonne dose, puis ensuite sur des plus grands groupes enfin des gens non malades pour déterminer quelle est la bonne dose, ensuite sur des petits groupes de malades pour voir si ça fonctionne, puis sur des études à plus grande échelle, et ensuite ils commercialisent le médicament sur le base de ces différentes études qui montrent l'innocuité, le manque d'effets secondaires, enfin tout ça, qui vérifient que ça fonctionne. Et ensuite, il y a la troisième phase, c'est-à-dire sur la mise en marché du médicament, il y a un rétro-contrôle sur les médicaments qui montrent des effets qu'on n'a pas pu montrer en laboratoire. Typiquement, les derniers grands scandales, le Mediator, les choses comme ça, qui montrent des effets qui n'étaient pas présents initialement parce que sur des trop petits échantillons. Et ben ça montre, comment dire, le temps de la science en santé. Ça prend du temps de se rendre compte de certaines choses, surtout quand on travaille sur des grands échantillons, et ça peut prendre une dizaine d'années, parfois plusieurs dizaines d'années pour voir les choses. Et du coup, pardon, par rapport au temps médiatique. Du coup, une chose, elle n'est pas vraie ou fausse, elle est juste toujours en cours de vérification, il y a toujours des nouvelles études. Alors que les médias, ils ont un temps très différent. Avant les nouvelles technologies de l'information et de l'Internet, le temps, par exemple, d'un journal hebdomadaire, c'est une semaine. Le temps de faire l'article, de le faire relire, de l'imprimer et qu'il arrive dans les kiosques. Après, il y a des journaux quotidiens où là, il faut le jour même faire les informations pour le lendemain. Et avec l'apparition de l'Internet, ce temps des médias, entre la conception, la création, l'écriture, la relecture, la vérification et enfin la publication des infos, il se réduit drastiquement. Et depuis le début des années 2000, avec les réseaux sociaux en particulier, ce temps-là, il peut très vite se réduire à quasiment rien. Dès qu'il se passe quelque chose à l'autre bout du monde, je sais pas moi, une catastrophe naturelle, un tremblement de terre ou quelque chose, tout le monde tweet, tout le monde prend des photos, et c'est dans les journaux immédiatement, puisque maintenant ils ne sont plus soumis à la publication sur papier, ils n'ont plus à attendre que l'imprimeur tire les journaux. Comme ça, dans la seconde, les journaux sur Internet se mettent à jour. Et donc du coup, le temps entre l'événement et sa publication dans les médias peut être réduit à quelques secondes. Et ça, c'est dramatique parce que ce temps-là, ce temps médiatique, il servait justement à la vérification de l'information, au croisement des données, au croisement des sources, à prendre un petit peu de recul, à réfléchir si c'est vraiment pertinent de dire ça ou pas. Est-ce qu'on ne va pas trop vite à annoncer quelque chose qui sera peut-être faux dans 10 minutes ?
Et vu qu'il y a une très grande concurrence entre les médias, il y a une pression médiatique entre les journaux qui font qu'ils sont poussés à être le premier à annoncer la nouvelle. Et avec cette surenchère-là, et que maintenant tout le monde est connecté toute la journée, et puis on regarde les articles se mettre à jour en temps réel, dès qu'il se passe un attentat par exemple, il y a toujours la page de Le Monde, Le Point, etc., qui a un flux continu en direct, où chaque seconde, l'article est remis à jour. La réduction de ce temps médiatique-là a fait que ça diminue d'autant la capacité à vérifier l'information, à recouper les sources et à prendre un peu de recul, quoi. Et je pense que c'est ça la vraie différence qu'il y a eu avec les nouvelles technologies, l'apparition d'Internet. C'est justement cette réduction du temps-là qui ne correspond plus du tout au temps de la science elle-même, qui, elle, est toujours aussi longue, quels que soient les médias. Ouais, la façon de communiquer n'est pas la même non plus, hein. Parce qu'il y a un dessin qui est bien fait où on voit c'est une découverte, donc en fait on part d'un article qui dit que donc on a fait une série d'expériences et on se rend compte que A est corrélé avec C avec une marge d'erreur de temps et puis dans telles conditions. Donc ça c'est l'étude initiale qui est relayée par le service de communication de l'université en tant que c'est déjà plus simplifié parce que en soi c'est assez compliqué. Donc on va dire que dans certaines conditions A est lié à C, qui va ensuite repartir dans les médias sous forme A cos C, et puis derrière hop le lien est fait directement, et puis après on va agréger on va ensuite agréger ce genre d'informations avec encore d'autres informations, puisque A cos C et que C également vaguement lié à D, on peut dire que pourquoi pas, peut-être qu'il y a un lien aussi entre C et D, et donc hop, du coup l'information est modifiée et assez rapide, on a une espèce d'agrégat, je sais pas exactement comment dire, qui fait que d'une information parfaitement vraie, parfaitement vérifiée, réaliste, on se retrouve avec un article totalement n'importe quoi-tesque. Et du coup, Victor, puisque toi tu es journaliste, est-ce qu'on t'entend déjà? Essaye. Oui, alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, ça marche. C'était le micro donc. Bonsoir à tous, c'était un petit problème technique, désolé pour ça. C'est pas grave, ça arrive, ça nous est arrivé tout à l'heure, donc voilà. Donc, toi, qui es journaliste, au niveau en fait du milieu professionnel, on en pense quoi en fait de ce temps des médias, ce temps d'information? Est-ce que vous avez ce même sentiment ou est-ce que vous n'avez pas le même sentiment? Et qu'est-ce que vous en pensez? Quand on parle des médias, je crois qu'il faut les définir. Est-ce qu'on parle des médias de Twitter, de Facebook? Tout à l'heure, Christophe d'Hygiène-Mentale parlait de l'instantanéité. Par rapport aux médias, par rapport au temps de publication, je crois pas que ça ait tant changé que ça. Internet par rapport à un quotidien, par rapport à la radio, par rapport à la télé, qui existe déjà depuis des dizaines d'années et qui travaille déjà sur des temps très courts d'annonces. Ça, je crois pas que ça a vraiment changé en fait dans la façon d'aborder. C'est évidemment plus facile de traiter une information maintenant sur Internet et c'est plus rapide. Mais il y a toujours un système de relecture, il y a toujours un système de vérification, il y a toujours des précautions qui sont inhérentes à notre métier, en tout cas quand les rédactions font bien leur travail. Et ça, c'est pas des choses qui ont disparu à cause d'Internet. Donc, c'est un phénomène qui existe. L'instantanéité, la non-vérification, les hoax, etc. On l'a bien vu sur plein de sujets, notamment avec l'élection de Trump, etc. Mais c'est pas non plus quelque chose qui est forcément nouveau. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut savoir de quels médias on parle et qu'on peut pas dire les médias en général. Il y a des journaux ou des rédactions qu'on peut estimer sérieuses ou non. Il y a des grandes publications qui continuent à très bien faire leur travail. D'autres petits sites ou même des grands sites d'ailleurs qui vont le faire beaucoup moins. En fait, ça dépend beaucoup des journalistes qui travaillent à l'intérieur. Ça dépend des rédactions en chef, des directions et de ce que veulent faire les journaux, quoi. Pour parler par exemple du Monde ou de l'Express, puisque j'y travaille, on a toujours des systèmes de relecture avant de publier un article, des systèmes de vérification. On a toujours la règle qui est une règle qu'on apprend, que tous les journalistes apprennent dans les écoles de journalisme ou même dans les rédactions quand ils n'ont pas fait d'école, qui est la règle des vérifications des trois sources. C'est-à-dire que quand on publie une information, idéalement, on est censé toujours vérifier que trois sources différentes qui ne se connaissent pas vont nous dire la même information avant de pouvoir en parler, avant de pouvoir diffuser. Ça c'est par exemple une technique qu'on essaye tous de faire dans l'idéal. C'est pas toujours possible évidemment.
c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Ça rentre en contradiction avec l'idée d'être les premiers à avoir une information. Parce que du coup, si tu es le premier, tu peux moins facilement croiser tes sources. Oui, non, mais complètement. C'est problématique. Hein. On a vu ça sur pas mal de séquences. Souvent, quand c'est des séquences très chaudes, alors je parle pas forcément des publications scientifiques, mais plus typiquement sur les attentats ou les catastrophes, où effectivement il y a des informations qui sortent d'absolument partout. Il y a des grands médias, même l'AFP, qui a pourtant des moyens assez considérables, qui sont capables de se tromper, et donc après des chaînes de tous les médias qui vont reprendre l'AFP, qui vont même voir les mêmes sources et qui vont se tromper, qui vont répéter une information. Ça, évidemment, ça existait, il y a beaucoup d'exemples, c'est sûr. Oui, parce que alors qu'on comprenne bien comment ça fonctionne, l'AFP, en fait, c'est un petit peu une référence, entre guillemets, de sûreté, c'est-à-dire que s'ils donnent une information, en général, d'autres journalistes peuvent s'y fier, c'est ça en fait l'idée, je suppose. Ouais, alors c'est un média, c'est une agence à laquelle beaucoup de rédactions, que ce soit en radio, en télé, en presse écrite, sur internet, on est abonné, en fait, on a un flux d'informations sur l'actualité générale. Et donc en fait, effectivement, c'est une première source d'information, on va dire c'est la source première, mais c'est pas pour autant qu'il faut forcément faire confiance à 100%. Et typiquement, il y a beaucoup de rédactions, de jeunes rédactions par exemple sur le web, ou même d'anciennes rédactions qui l'ont appris ou réappris à leurs dépens. Il y a une information qui va être balancée sur le fil AFP, et en fait qui va être une fausse information prise dans la folie de l'événement. Et donc effectivement, maintenant, en tout cas, moi typiquement, je l'ai vu à l'Express sur toute la séquence des attentats, notamment en 2013, où il y a eu des fausses informations qui ont pu sortir. Et donc maintenant, on a pour habitude de faire très attention, et de plus justement la culture du push qu'on a tous sur nos applications là. Où on essaye d'être les premiers à pusher, par exemple, donc à envoyer l'information en premier sur les applications sur smartphone. Maintenant, je crois qu'il y a moins cette culture-là, sauf quand on est vraiment sûr de l'information, et là, on va vouloir être les premiers à la balancer, forcément. Mais quand c'est des informations qui sont typiquement là ce soir avec l'attentat à Ankara, avec le meurtre de l'ambassadeur russe, moi j'étais à la rédaction, on a attendu d'avoir plusieurs confirmations, plusieurs sources différentes, les médias turcs, les médias kurdes, les médias russes aussi, parce que c'est les médias russes qui l'ont annoncé, et puis l'AFP. Voilà, là on a pu faire l'information, la publier, la pusher. Voilà. Bah là, on va pouvoir le faire en direct, puisque moi je viens de recevoir une notification comme quoi il y a un attentat en cours à Berlin. D'accord, mais voilà. On va pouvoir. Merci de l'information. Mais non, mais c'est intéressant, ça serait intéressant de voir justement comment fonctionne l'information. Et alors, ce qui est marrant, c'est, je voulais revenir sur le temps médiatique et le temps scientifique. Ce qui est rigolo, c'est que cette année, on a eu affaire à une très grande découverte scientifique qui a justement pris le temps de s'adapter au temps médiatique. Je pense à la découverte des ondes, à la mise en évidence des ondes gravitationnelles. Les mecs avaient découvert un truc, l'avaient montré, et ils ont mis plusieurs semaines à vérifier leurs résultats, à se préparer, à annoncer qu'ils allaient donner une information pour que tout le monde soit au courant au même moment et que l'information ne parte pas n'importe comment. C'est une information scientifique et donnée aux médias à un moment T, à un instant T bien codifié pour que tout le monde l'ait au même moment et puisse la diffuser de la même façon partout. Et je trouve que c'est assez intéressant comme manière de voir les choses. Ouais, c'est à se demander si le coup des photons qui allaient plus vite que la lumière en Italie leur a pas servi de leçon. Oui, exactement, oui, parce que de la même année, c'est vrai que cette année on a eu deux cas à peu près similaires, un truc complètement ouf qui était faux et un truc complètement ouf qui était vrai, qui était faux, qui était vrai, qui était un peu bullshit d'un côté et beaucoup plus cadré de l'autre. Avec Science et Vie qui avait fait sa couverture sur les photons qui allaient plus vite que la lumière. Mais je suis d'accord avec Cédric, je pense que cette histoire-là, c'était les neutrinos qui allaient plus vite que la lumière, c'est ça ? Les neutrinos, exactement. Et ben, je crois qu'effectivement, ça a beaucoup fait réfléchir tous ceux qui ont la charge de faire de la médiation scientifique. Et ce cas-là, c'est devenu un cas d'école. Et maintenant, c'est vrai que je pense que les laboratoires essayent de gérer un peu plus leur communication. On a un petit peu parlé de Facebook, de Twitter, où l'information se propage très vite. Mais pourquoi, en fait, les gens ont-ils tendance, à votre avis, à sauter sur les informations et à les partager comme ça aussi vite, même quand elles sont pas justes, quoi, du coup, même quand elles sont pas vérifiées ? C'est le problème des biais cognitifs. C'est qui a vraiment été très bien abordé par Bronner dans
la démocratie des crédules. Les gens, à partir du moment où les gens vont tomber sur une information qui valide leur point de vue préexistant sur le monde, ils vont pas s'embêter à aller vérifier. Autant on va passer beaucoup de temps à aller chercher la petite bête sur les informations qui vont pas dans notre sens, autant une information qui va dans mon sens, et ben très bien, elle va dans mon sens. Cognitivement parlant, bah c'est beaucoup plus intéressant de la partager directement que de m'embêter à aller vérifier, savoir si en fait j'ai pas tort. C'est fascinant d'essayer de mesurer les critères autour d'une information qui font qu'elle se propage plus ou moins vite. Il y a toute une discipline qui s'occupe un petit peu de ça, c'est la mémétique, qui essaye de savoir quels sont les critères d'une information. Et si jamais elle est plutôt simple, pas trop compliquée, avec pas trop de zones de flou, avec des explications monocausales, ces genres d'informations-là se propagent beaucoup plus vite. Elles deviennent beaucoup plus vite virales. Si jamais elle correspond à nos préjugés, c'est encore plus viral. Et il y a pas mal de critères comme ça qui sont très bien étudiés par la psychologie sociale. Et tu as cité Loïc Gérald Bronner. Effectivement, dans son livre, il explique très bien toutes ces histoires de propagation de la rumeur. Moi, une de mes conclusions, c'est que si jamais on comprend un peu mieux les mécanismes de la propagation des rumeurs, on peut un peu mieux s'en protéger. Bon, moi c'est vrai que les biais cognitifs, on connaît un petit peu ceux qui sont sur YouTube, je pense qu'ils connaissent la chaîne de Christophe, la chaîne de La Tronche en Biais, etc. Du coup, ils connaissent un petit peu. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on est face à des gens comme ça qui partagent des fausses informations? Est-ce que leur dire dans les commentaires que c'est faux directement, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Ou est-ce que vous pensez que ça sert à rien? Alors là, on va avoir deux trucs différents. On va d'abord avoir ce dont tu parles, c'est du debunk, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas tomber sur une information dont tu sais qu'elle est fausse. Tu vas informer la personne qu'elle est fausse et tu vas corriger l'information. Enfin, de préférence, corriger l'information avec des sources vérifiables. Ça, c'est dans un monde idéal, bah, ça marcherait toujours comme ça marcherait très bien. Le problème, c'est qu'en fait, une fois qu'on a convaincu de quelque chose, on devient extrêmement réfractaire au fait de changer d'avis. Et donc, en fait, la méthode qui marche bien, ça va être ce qu'on appelle la maïotique, c'est en gros aller interroger la personne et la mettre face, qu'elle se mette d'elle-même face à ses propres contradictions. Et c'est très long, c'est très compliqué, et en fait, instinctivement, on n'a pas du tout tendance à faire ça. En fait, il faut la bonne façon de faire, c'est de faire comprendre à la personne, amener la personne à ce qu'elle comprenne où elle s'est trompée, où est-ce que son raisonnement n'est pas logique. Parce que quand quelqu'un a une conviction, même si la conviction est fausse, il a de bonnes raisons en fait d'avoir cette conviction-là. Ah oui, ça fait. C'est d'ailleurs pour ça, ça revient au biais de confirmation et c'est pas du tout satisfaisant pour le cerveau de se remettre en cause parce que ça remet son échelle de valeur en cause et c'est très perturbant, c'est très dissonant et c'est très gênant. Le cerveau, notre cerveau, tout le monde est victime de ce genre de biais. En fait, on va mettre en place des tactiques qui font qu'en fait, on va rationaliser de plus en plus sa position et trouver de plus en plus d'opinions, de bonnes raisons de penser ce qu'on pense. Et je crois, c'est ce qu'on appelle la réattribution des Gaules ou un truc comme ça, quand on remodifie les bases à chaque fois pour adapter le discours qu'on nous donne, pour modifier les hypothèses qu'on nous soumet le déplacement des buts. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, le déplacement des buts. C'est-à-dire que dans une conversation, on va partir d'un sujet, la personne va se rendre compte qu'en fait, le sujet, elle le maîtrise pas suffisamment et les informations sont fausses. Et donc, en fait, elle va glisser tout doucement sur complètement autre chose. Donc, par exemple, dans la médecine, on va passer de tel traitement XY ne marche pas, et rapidement la conversation va dévier sur l'argument Big Pharma. Bah oui, non, mais peut-être que ça marche pas, mais les autres, c'est tous des pourris. C'est ce qu'on appelle aussi le millefeuillage argumentatif, qui est très connu chez les conspis en tout genre, quoi. C'est-à-dire que ils vont être totalement convaincus d'une fausse histoire, d'une fausse information, et quand on va essayer, typiquement dans les médias, de faire du debunk, c'est-à-dire d'expliquer en quoi cette information est fausse, on va avoir une autre personne convaincue qu'elle était vraie, qui va dire oui, mais en fait vous dites ça, mais vous avez oublié de parler de ça. Et si vous parlez de ça, il va dire oui, mais vous avez aussi oublié de parler de ça, et puis en fait ça va monter à chaque fois. C'est ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif, qui rend les débats extrêmement compliqués avec ceux qui ne veulent pas être convaincus, des gens qui sont vraiment
ils partent du principe que de toute manière vous allez mentir, que vous allez défendre des intérêts, que vous allez choisir un côté, et que donc ils sont dans leur bon droit, et que même si vous essayez de leur expliquer qu'ils se trompent, pour eux ça va être un argument de plus ou un exemple de plus qu'en fait ils ont raison, quoi, parce que vous essayez de leur expliquer qu'ils ont tort, donc ou qu'ils se trompent, et donc ça veut dire que vous vous battez contre eux, et si vous vous battez contre eux, vous vous battez contre l'idée même ou l'idéologie qu'il y a derrière, et qui elle va dire non, ils mentent, les médias mentent, donc forcément plus ils vont vous dire que ce que vous dites est faux, plus en fait ça va être vrai, quoi. C'est le problème de la version officielle, entre guillemets, que soulèvent les conspires, en fait. Ils n'ont pas confiance en ce qu'ils appellent la version officielle, alors qu'on va peut-être essayer de parler de ça rapidement. La version officielle, ça n'existe pas vraiment, en fait. Il n'y a pas un sens précis, en tout cas, à ce qu'on peut donner à ce terme-là, quoi. C'est Bah, tu en veux fait, dire un truc, ouais. ouais, la version officielle, en fait, c'est même l'inverse. Quand on voit que partout où l'officiel, c'est-à-dire le politique, a voulu s'immiscer pour mettre en place justement une version officielle. Par exemple, ça s'est vu en histoire quand on a voulu intégrer au programme scolaire le fait que la France reconnaissait le rôle positif de la colonisation. Tous les historiens se sont levés contre en disant bah non, justement, on n'a pas à faire ça. On le retrouve également dans des histoires judiciaires où en fait une décision de justice est présentée comme une vérité, alors qu'en fait la vérité se décide pas dans le tribunal. Le tribunal n'est pas là pour dire la vérité, il est là pour dire le droit. Officiellement, c'est tout ce qu'il fait. Dans la bouche de certains partisans de théories alternatives, l'expression version officielle, souvent ça veut juste dire l'idée reçue que tout le monde a, c'est-à-dire tous les moutons, c'est-à-dire moi je suis différent, j'ai une autre version. Du coup ils utilisent le terme officiel, mais ça veut juste dire l'idée reçue qu'ont les gens. Ça n'a rien de particulièrement officiel. Oui, celle qu'on rabâche, enfin qu'on rabâche entre guillemets, celle qui est communément admise, qu'on t'a mis dans le crâne depuis que t'es tout petit, qu'on te montre à la télé, typiquement la Terre est ronde, quoi. On te dit depuis tout petit, est-ce que tu as déjà vu la Terre autrement? Non, tu as toujours vu la Terre de ce qu'on t'en a montré, mais on t'a dit ça depuis que t'étais tout petit, donc tu l'as admis, c'est la version officielle. Particulièrement dans tous les sujets scientifiques, il y a un truc avec la science, c'est qu'il n'y a pas d'organisme officiel qui décide avec son maillet comme dans un tribunal ce qui est la réalité, ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. C'est justement ça le principe de la science, c'est juste un système de publication interne et de revue par les pairs où il n'y a pas d'organisme qui est tout en haut de la tête de la science. Ça, c'est une idée qui est vraiment très mal comprise par la plupart des gens qui imaginent qu'il y a des scientifiques dans leur tour de verre qui décident ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Du coup, je pense que c'est souvent ça qu'ils appellent officiel. Mais c'est un fantasme. Ben, c'est un peu ce qu'ils comprennent aussi quand on parle de consensus scientifique, en fait. Quand on parle de consensus scientifique, ils pensent que c'est des scientifiques autour d'une table, en fait, qui décident, bon, ben alors ça, aujourd'hui, on va décider que ça va être vrai, voilà. Exactement. Et un consensus scientifique, c'est vraiment pas ça du tout. Il y a aussi un vrai problème avec la science au sens large du terme, c'est que sur les 2500 dernières années, la science n'est, entre guillemets, vraiment respectable et ne fait pas partie d'un dogme que depuis, je sais pas, 250 ans, quelque chose comme ça, où il n'y a plus trop d'implication d'autres organismes par rapport à ce que peut être la science. Et ça n'a pas dû améliorer, ça a pas fait que du bien à la science. Et puis il y a une autre chose, c'est que en l'heure actuelle, en une journée, on produit plus de connaissances scientifiques que sur sur un millénaire à une certaine époque. Donc c'est difficile de faire le tri à travers tout ça. Et l'image de la science, comme quoi elle est capable de se tromper et d'adhérer à des choses pendant très longtemps parce qu'elle refuse de voir la réalité entre guillemets, réalité est à prendre avec des pincettes. Entretient ce phénomène-là, enfin, je pense. Tout à fait. Et du coup, on convient tous que les fausses informations, ça profite pas forcément à quelqu'un. Enfin, en général, c'est. Je suis pas exactement d'accord. Alors, vas-y. En fait,
s'est interrogé tout à l'heure sur pourquoi est-ce que les gens partagent des fausses informations. Je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit, c'est-à-dire que quand ça va dans leur sens, ils vont le partager, quand ça va pas dans leur sens, ils vont plutôt le critiquer ou chercher la petite bête. Par contre, il y a quand même des fausses informations dont des personnes profitent très clairement. Bon, je m'éloigne encore un petit peu de la science, excusez-moi, mais si on reprend ce qui s'est passé pendant la campagne aux États-Unis, la campagne de Trump, où il y a eu énormément de fausses informations qui ont été diffusées, notamment sur les réseaux sociaux et Facebook, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des sites qui le faisaient consciemment. Pas que pas que Breitbart qui faisait vraiment campagne pour Trump, mais des sites. Alors, il me semble que c'était en Bulgarie qu'ils ont découvert ça, mais je suis plus exactement sûr, où il y avait un nombre de sites assez important qui publiaient des fausses informations parce que ils voulaient faire de l'argent tout simplement avec. Hein. Ils monétisent en fait sur leur site, il y a des publicités comme un site de presse classique, et ils vont marteler, enfin ils vont publier énormément d'articles en fait, et ils vont les mettre ensuite sur les pages Reddit des supporters de Trump, ou alors sur les pages Facebook. Eux, ils expliquaient que c'était surtout sur les pages Facebook. Ils ont fini par en parler après les élections. Ils ont expliqué un peu ce qu'ils faisaient. Et donc, ils les partageaient sur ces pages Facebook ou sur ces réseaux qui sont extrêmement viraux, où il y a beaucoup de gens qui vont partager très très vite, justement parce que ça va dans leur sens. Mais à l'origine, ces gens-là, eux, ils font ça. Je suis même pas sûr que ces gens-là soient pro-Trump. Je pense qu'ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est que ce soit partagé énormément pour avoir énormément de clics et pour se faire de l'argent. Donc là, il y a un vrai intérêt à partager ces fausses informations-là, ou alors pas totalement fausses, mais pas totalement vraies, et en tout cas suffisamment scandaleuses pour justifier un j'aime ou un partage sur Facebook, Twitter, Reddit, partout sur les réseaux sociaux, quoi. Oui, bah c'est un peu le même système avec les esprits science et compagnie. Enfin, on sait ce qu'on veut qu'on gâche, sans aller jusqu'au. Enfin, comment dire. On a les mêmes chez nous, hein. Globalement, ils font les mêmes. Et en plus, on les repère assez facilement puisqu'ils ont des gros boutons PayPal en page d'accueil généralement. Oui, ça échappe à aucun domaine. Hein. En politique, ça marche très bien parce que c'est toujours quelque chose qui fait beaucoup réagir, alors que la science ça fait énormément, ça fait aussi réagir, mais c'est, on va dire, peut-être un milieu un peu plus de curieux ou de connaisseurs. Je sais pas vraiment comment définir ça, mais c'est par exemple typiquement sur les sites généralistes, c'est pas la rubrique qui va faire le plus de clics, quoi. Sauf quand ça parle de la santé, peut-être. Justement, peut-être qu'on peut enchaîner avec avec les conséquences que ça peut avoir. Donc là, tu as parlé de Trump, entre autres, et on peut aussi voir du coup niveau de la santé, peut-être, François. Bah, la santé, c'est un milieu, la santé, c'est un domaine qui est assez particulier puisque ça nous touche tous directement. C'est vrai que la dernière découverte en mathématiques sur est-ce que, je sais pas, parce que c'est des vidéos que je vois en ce moment, est-ce que le théorème d'incomplétude de Gödel est vrai ou pas? La question n'est pas là, je sais pas, je suis nul en maths, mais si quelqu'un arrivait à démontrer que finalement il était faux, ce théorème d'incomplétude, je veux dire, ça en ferait, ça toucherait pas beaucoup de monde. C'est vraiment hyper pointu. Par contre, découvrir qu'il y a une nouvelle molécule qui guérit le cancer, ou alors que le cancer n'est pas lié à des mutations génétiques ou à je sais pas quel facteur environnemental, là tout de suite c'est beaucoup plus impactant parce que ça touche tout le monde, tout simplement. On a tous quelqu'un dans son entourage, autour de nous, qui peut être impacté par cette chose-là. Et la santé est un domaine très particulier parce qu'on peut lui faire dire beaucoup de choses. Et c'est aussi super propice aux explications monocausales, et on adore les explications monocausales. Hein. C'est typiquement. Ah bah oui, mais ça c'est la deuxième chose que j'ai du mal que j'arrive pas encore très bien à expliquer, mais c'est la médecine m'a pas appris. Je parle vraiment de mon expérience personnelle. Il se passe un moment en médecine quand vous arrivez en 6e année à peu près, où vous commencez à avoir fait un peu le tour du programme généraliste de la médecine, et là il y a un truc qui se passe dans votre tête, il y a une espèce de déclic. Tout s'assemble, les pièces, les unes c'est plus des pièces séparées. Il n'y a plus d'un côté l'étude de la cardiologie, l'étude de la pneumo, l'étude de la gastro, l'étude de la chirurgie, de la réanimation. Toutes les pièces s'assemblent les unes avec les autres, et il y a une espèce de grande vision d'ensemble qui apparaît, et on arrive à faire le lien entre toutes les parties. Ça a pris 6 ans à apprendre des choses séparément assez pointues, et d'un coup, il y a tout qui se libère, il y a tout qui se rejoint. Alors c'est extrêmement grisant comme sensation, et c'est extrêmement réconfortant, pas réconfortant mais gratifiant de voir cette chose. Par contre, ça prend du temps, et les gens comprennent pas que avoir
une petite vision sur quelque chose, ça n'explique pas pouvoir voir la vision d'ensemble que ça représente. Et en santé, l'explication monocausale, c'est vrai que sur un truc ça marche bien, mais sur la vision d'ensemble c'est plus compliqué. Vous pouvez expliquer peut-être ce que c'est l'explication monocausale, même si on sait à peu près ce que c'est, mais les détails. Ouais, alors l'explication monocausale, c'est quand tu vas avoir une seule cause pour tout, en fait. Donc après, c'est-à-dire, par exemple en politique, ça va être tout est la faute des sionistes ou tout est la faute des reptiliens. En médecine, ça va être tout est la cause de l'équilibre acido-basique ou tout est la cause de. Ramène. Ou alors comment dire, tous tes problèmes de santé sont causés par un déséquilibre de ton karma. Voilà, c'est-à-dire que l'intégralité des problèmes d'une situation qui parfois sont très très complexes, en fait, tout est ramené à un seul point et il suffit de. Du coup, c'est facile. C'est une forme d'essentialisme en fait. Une forme de d'essentialisme. Oui, c'est-à-dire qu'on ramène une situation très complexe à un point très simple. Et c'est encore mieux si en plus le truc on peut pas le vérifier. Hein. Typiquement, par exemple, dès qu'on parle d'énergie en médecine, les énergies, le concept est jamais très bien défini, donc c'est facile de mettre dedans tout ce qu'on veut. En santé, effectivement, ça s'y porte bien. Et on peut prendre aussi, je parlais tout à l'heure de gens qui veulent se faire de l'argent. Si on prend l'exemple dont on a beaucoup parlé, sur lequel j'ai un peu travaillé dernièrement, qui est les sites d'IVG, qui sont anti-IVG, en fait, là, il y a aussi un intérêt idéologique derrière. C'est-à-dire que des gens vont pas forcément faire ça pour l'argent. D'ailleurs, des fois, ils vont investir beaucoup d'argent pour faire des sites qui ont l'apparence d'un site officiel, que ce soit un site médiatique ou un site du gouvernement, pour faire passer une pensée qui est purement idéologique. C'est-à-dire l'IVG, ce n'est pas bien, et donc on va vous expliquer pourquoi. Donc, il y a effectivement sur ces sites-là, il y a aussi des personnes derrière qui font ça pour faire passer leur message, pour faire passer un courant politique, pour faire passer, vous disiez, les explications monocausales, chez pas mal de religieux, il y a Dieu, voilà, ça explique tout, quoi. Donc il faut pas toucher à la vie, il faut pas toucher, c'est normal si tu as le cancer, ce que c'est le karma, ou, ça c'est aussi très présent dans le milieu de la santé, je crois. C'est marrant que tu parles d'argent parce que l'argent aussi c'est souvent donné comme une explication monocausale chez les complotistes. Hein, suivez l'argent, à qui profite le crime, alors que comme tu viens de le dire, tout n'est pas toujours une question d'argent. Oui, ça l'est aussi. Faut pas, je pense qu'il faut pas rejeter entièrement le doute. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi. Il y a toujours des questions à se poser, et c'est toujours intéressant de regarder à qui profite le crime. Mais effectivement, quand ça devient une explication à tout et pour tout, et que ça devient systématique, c'est là où je pense que ça dérape et que ça provoque l'envie chez des personnes de tout expliquer par ce biais-là, et donc d'avoir des conclusions tous pourris ou tous corrompus ou tous contre moi ou tous contre nous. Même si concrètement ces derniers temps ils font rien pour qu'on n'ait pas cette impression là les politiques, mais bon, après c'est mon point de vue personnel. Il ne faut pas confondre piste de réflexion et explication systématique. Tout à fait. Et après, niveau conséquences, du coup, par rapport à la santé exactement, est-ce qu'il y a des exemples précis ou sur autre que la santé même, pourquoi pas? Par exemple, sur la santé, moi je sais qu'il y a plein de thérapies alternatives qui avancent comme principal argument qu'il n'y a aucun effet secondaire. Contrairement aux médicaments que vous prescriront le médecin ou aux thérapies contre le cancer, les chimiothérapies, radiothérapies qui ont plein d'effets secondaires, notre discipline à nous, elle est saine et sauve. Et ça, c'est souvent un danger qui est caché parce qu'effectivement, ces thérapies alternatives-là, par exemple l'homéopathie, n'a pas d'effet secondaire, mais elle n'a pas d'effet primaire non plus. Alors on pourrait se dire, finalement, où est le mal? Ça ne fait de mal à personne, laissons filer. Mais très souvent, le mécanisme dangereux qu'il y a derrière, c'est que ceux qui prescrivent ça laissent entendre plus ou moins explicitement qu'il faut ou il faudrait arrêter leur traitement actuel qu'ils prennent, les médicaments ou leur thérapie, pour passer uniquement avec un traitement alternatif. Et souvent, il y a un danger qui arrive,
quand ces personnes arrêtent le traitement qui leur a été prescrit par les médecins pour ne se consacrer qu'à cette thérapie qui n'a pas d'effet secondaire et pas d'effet primaire non plus, quoi. Et donc, c'est difficile souvent d'évaluer le risque. Apparemment, quand on mesure, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de danger. Mais le danger, il peut être caché derrière ce mécanisme-là, là où quand on arrête son traitement, bah, finalement, on peut se laisser dériver et puis se laisser mourir, quoi. En fait, je pense que, je ne sais plus avec qui j'en parlais, je crois que c'était avec Asclepios et Pharmacilica que j'en parlais sur Twitter. Le problème de la santé et de la fausse information en santé, c'est que la santé, quand elle échoue, elle nous ramène à notre mortalité. Et ça, c'est difficile à comment dire, à accepter. Et donc, on cherche des réponses ailleurs parce que la simple science, entre guillemets, ne peut pas apporter des réponses à tout parce que c'est pas sa vocation. Et c'est je pense que c'est ce rapport à cette mortalité et au rapprochement à cette mortalité qui fait que c'est un terreau propice aux fausses idées et à la diffusion d'idées miracles qui pourraient tout contrôler, enfin pas tout contrôler, mais tout régler en fait. Exactement. Est-ce que je peux raconter vite une petite anecdote à ce sujet? Très récente. Juste là, ces quelques derniers mois, il y a en Algérie un nouveau produit qui a été proposé pour lutter contre le diabète. Ce produit, il a été soutenu par les autorités religieuses et aussi le premier ministre le ministre de la Santé algérien. Il a reçu beaucoup de fonds et de subventions pour développer ce produit-là, ce chercheur qui a découvert ce produit miracle avec un grand renfort de publicité de tous bords, politiques, religieux, des médias. Beaucoup de gens ont arrêté purement de leurs injections d'insuline et sont vite partis à l'hôpital jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement cette poudre de perlimpinpin n'avait aucun effet en particulier et que le génie découvreur de ce nouveau produit était même pas médecin, même pas chercheur, c'était juste un arnaqueur qui avait complètement monté un truc complètement bidon, quoi. Là, c'est une vraie dérive grave, quoi. Oui, il y a un autre exemple qui est aussi assez simple sur les ondes, tous les anti-ondes, etc. Les personnes qui pensent que c'est mauvais, que ça va provoquer des cancers, etc. Et il y a eu par exemple un communiqué de la CRIRAD qui a mis en avant en fait des produits qui sont fabriqués en Chine et qui sont des pendentifs énergétiques et des patchs anti-ondes en fait qui sont censés combattre les ondes, alors à mettre autour du cou, ou alors c'est des coques à mettre autour des portables, etc. Et en fait la CRIRAD a testé ces objets, les a regardés de près, et il se trouve qu'en fait ils étaient faits, qui sont radioactifs, quoi, et que du coup potentiellement ils pouvaient eux-mêmes provoquer des cancers, ce qui justement était censé empêcher, quoi. Donc là, on arrive à des contresens qui sont assez hallucinants. Ouais, exactement, Victor. Ouais, c'est marrant que tu parles des ondes parce que pour en revenir aux médias, on sait que par exemple les gens qui se disent, typiquement les gens qui vont acheter ces produits-là, les gens qui se disent pas et qui sont électrosensibles. C'est-à-dire qu'ils vont manifester toute une série de symptômes qui sont pas forcément les mêmes, qu'on n'arrive pas à reproduire, mais les symptômes sont bien réels. On sait très bien que plus on parle de leurs symptômes, c'est-à-dire que plus on en voit tout le temps, hein, on va trouver des trucs, attention, les ondes Wi-Fi, méfiez-vous, les ondes du portable, c'est dangereux, etc., etc. On va parler des électro-hypersensibles, et en fait, du coup, ça va donner d'autres électro-hypersensibles dont on va parler, alors qu'on sait très bien qu'en fait, on sait très bien. Les gens qui manifestent ces troubles-là, quand on les expose à un rayonnement sans leur dire, en fait, ils manifestent pas les symptômes, alors que quand on leur dit, voilà, vous êtes exposé, les symptômes se manifestent. Oui, il y avait d'ailleurs un reportage qui avait été fait, je sais plus par quel média, peut-être Le Monde, peut-être un autre, où ils sont allés dans le village des électrosensibles en France. J'ai aussi oublié où est-ce qu'il se trouve. Et en fait, donc le journaliste interview. Il a 2 téléphones portables en fait dans la poche, un qui est caché et un autre qui est en évidence. Et donc il commence à interviewer une personne et la personne lui dit non, moi je me sens mal là par exemple parce que votre téléphone est allumé, etc. Donc le journaliste dit très bien, donc il éteint le téléphone devant elle et elle fait là ça va beaucoup mieux. Et donc dans l'article il raconte qu'en fait il avait laissé son autre téléphone allumé dans la poche, elle le savait pas, mais ça allait beaucoup mieux. Après c'est bon, ça peut paraître un peu caricatural, il y a quand même
des études qui sont menées par l'OMS et qui, enfin, ça reste encore assez trouble finalement les recherches qu'on a fait sur le sujet. Donc je pense que c'est encore intéressant de se poser la question des ondes sur le Wi-Fi, sur le téléphone, etc. Ça n'empêche pas des recherches là-dessus et les effets éventuels que ça peut avoir, mais jusqu'ici toutes les études montrent que il y a aucun danger, sauf pour le téléphone. Il me semble que il y a une étude qui montre que si vous passez plus de temps d'heures, alors je crois que c'est 6, 10 ou je sais plus exactement avec le téléphone. Je crois que c'est 150 heures par semaine, enfin ou 50 heures par semaine, je crois que c'est un truc vraiment énorme et ça augmente un peu le risque d'un certain cancer. Voilà, mais bon, effectivement, sinon sur les autres études par rapport à ça, les risques ne semblent pas avérés. Donc effectivement, ce genre de dérive est assez intéressante à regarder de près. Il y a une journaliste en Allemagne qui a été à une réunion d'électro-hypersensibles qui était dans la montagne. En fait, elle avait branché un boîtier Wi-Fi au-dessus et en fait, elle a été condamnée parce que elle avait été trouvée. Elle a été condamnée à quelque chose comme 10 000 euros d'amende, un truc comme ça, pour avoir en fait fait son enquête où elle montrait qu'en fait les gens qui se disaient électro-hypersensibles étaient en fait effectivement pas capables de détecter quand est-ce qu'ils étaient quand est-ce qu'ils étaient soumis à un rayonnement. Oui, il y a une excellente étude qui a été faite par Canard PC sur les ondes en général, une étude de fond que je vous recommande, qui date je crois que c'est 1 an ou 2 maintenant, où ils font effectivement sur le rayonnement, sur les associations qui militent contre, sur les arguments qu'ils ont, etc., et qui est très très intéressante. Ouais, puis elle est vraiment intéressante parce d'anecdote là. Ah, vas-y Christophe. Non, je disais, en parlant, je vois qu'on a tous plein d'anecdotes de cas, soit de triche, soit de dérives de la pensée qui ont mené à des problèmes de santé, quoi. Et les collectionner, ça suffit apparemment pas à désamorcer les croyances. Et c'est pas parce qu'on a déjà entendu ce genre d'histoire, qu'on a déjà entendu 15, qu'on a déjà entendu 20, qu'on est immunisé pour la 21e ou la 53e. C'est ça qui m'impressionne, moi. Les fausses informations, il n'y en a pas que sur la santé, là on parle beaucoup de la santé, tout ce qui touche à ça, mais désolé, je sais pas si vous entendez, mais il y a la tempête chez moi, donc ça fait un boucan pas possible. Donc, je disais oui, par rapport à d'autres choses, la lune, l'influence de la lune sur la pousse des plantes par exemple, des choses comme ça, est-ce que ça peut avoir des conséquences négatives ou est-ce que c'est pas très grave? Ça peut avoir des conséquences négatives avec des effets à long terme qui sont difficilement devinables au début. Je sais pas, par exemple, une autre anecdote. Je me souviens une fois, il y a au moins de ça 10 ou 15 ans, un industriel qui a proposé à la vente un dispositif permettant de détecter les explosifs à distance. C'était une sorte de baguette de sourcier, juste une barrette en plastique qui bouge sur un petit pivot. À la fabrication, ça doit coûter 40 centimes à fabriquer. Il le vendait une fortune, mais plusieurs centaines d'euros. Il l'a proposé à des gouvernements et il y a des ministères de la Défense de partout dans le monde qui en ont acheté des quantités colossales pour déminer des terrains et ils ont envoyé des militaires avec cette baguette de sourcier, juste un bout de plastique, aller marcher pour essayer de détecter les mines antipersonnelles, par exemple, ou alors savoir où il y avait des explosifs cachés, quoi. Et comprendre que, bon, déjà, ça met en danger ceux qui vont aller essayer de déminer des terrains alors qu'ils sont mal équipés. Et puis aussi, tout cet argent qui a été investi par l'État, par les fonds communs, du service public dans ces genres de fadaises-là, il faut essayer aussi de le mesurer et de regarder ce qu'on aurait pu faire avec s'il avait été distribué, je sais pas moi, à l'éducation, à la recherche, à la santé. À chaque fois qu'il y a de l'argent gâché, on se dit juste « Ah, c'est gâché, mais ça fait pas de mal ». Mais il peut y avoir aussi un mal, juste en comparant ce qu'on aurait pu faire avec. Si on avait donné à des chercheurs et des laboratoires qui auraient découvert un nouveau remède contre je ne sais quelle maladie, contre lequel on ne peut rien encore aujourd'hui. Voilà, ça c'est très difficile à évaluer et c'est des dangers auxquels personne ne pense. Juste, ce gâchis aurait pu être mieux utilisé, quoi. Et ça, c'est toujours difficile à évaluer.
Mais du coup, moi, je me pose aussi une question parce que je sais pas s'il y a des études sociologiques là-dessus ou si c'est en cours ou si je sais pas, je suis pas trop au courant de tout ça. Mais est-ce que euh, l'ensemble, en fait, la multitude en fait de fausses informations qu'on peut croiser, surtout sur Internet, euh, est-ce qu'à terme, ça crée pas du coup chez des gens une tendance en fait à ne plus croire on va dire les trucs officiels justement, on en parlait tout à l'heure, en tout cas les trucs vrais ou en tout cas les trucs qui sont des informations qui sont diffusées sur les réseaux, on va dire plus sûrs normalement. Est-ce qu'à force en fait de rentrer dans une, est-ce qu'on rentre pas dans un mécanisme en fait comme ça de ce qu'on pourrait appeler une sorte de pente glissante en fait on commence en fait par croire à un truc puis après on commence à lire d'autres trucs par rapport à ça puis on découvre des sites qui parlent de ça puis est-ce que dire ce que je dis est-ce que c'est un sophisme ou est-ce que c'est une réalité en fait, est-ce qu'il y a des études là-dessus? Tu veux dire, est-ce que Je ne suis pas clair. le fait qu'il y ait de la désinformation incite les gens à ne plus faire confiance aux médias traditionnels, c'est ça? En gros, en fait, je voulais parler, ouais, plus exactement de la pente glissante. Donc, cette idée, en fait, que dès qu'on met le pied, en fait, sur un truc, on est pris dans un engrenage, en fait, qui risque de nous amener, en fait, vers d'autres croyances, d'autres fausses informations. En fait, par exemple, si je clique sur Facebook ou sur une information qui est partagée d'un site qui ne partage que des fausses informations. Si je clique dessus et que je vais voir d'autres informations qui sont sur ce site, voilà, du coup je vais être soumis à toute cette multitude d'informations qu'il y a sur ce site qui sont toutes fausses. Et voilà, est-ce que ce que je dis là, est-ce que c'est à votre avis un sophisme, c'est-à-dire est-ce que c'est un truc un petit peu gros ou est-ce que ça a du sens? Parce que est-ce qu'il y a des études, est-ce qu'il y a quelque chose qui parle de ça d'un point de vue sociologique? Est-ce qu'on a tendance du coup à se laisser plus facilement avoir dès qu'on a mis un pied dedans quoi? Moi, sociologiquement, je peux pas te répondre, mais ce qui est sûr, c'est que face à la défiance des médias, pardon, il y a énormément de sites qui font, on va dire, leur communication ou leur business qui le fondent sur le discours. Les médias vous mentent, ils racontent n'importe quoi, et moi, je vais vous raconter la vérité. Et ce qui est assez troublant là-dedans, c'est que si vous avez parlé avec des internautes, des lecteurs qui vont avoir une certaine défiance vis-à-vis des médias traditionnels, ils vont complètement croire un site dont ils ne connaissent même pas l'auteur, ou alors qu'ils le connaissent vaguement, mais qui ne va pas être journaliste, qui va pas forcément avoir des règles de déontologie, etc. Eux, ils vont le croire noir sur blanc, et par contre, les médias, les rédactions qui sont derrière avec des journalistes qui essayent de bien faire leur travail, ils vont plus du tout les croire. Et donc, on arrive à des il y a des sites conspirationnistes, je pense par exemple à des choses comme le réseau Voltaire, qui font tout leur buzz en fait, toute leur communication en disant les médias vous mentent, et eux-mêmes racontent absolument n'importe quoi, et les personnes qui ont à la base des doutes et qui ont des esprits critiques, c'est-à-dire qui vont s'interroger sur l'actualité, qui vont dire bon, j'ai lu 2-3 fois des conneries sur des médias, donc ils me mentent, et ils vont se mettre à croire totalement ces autres médias et à ne plus croire les médias plus traditionnels. Donc c'est sûr. Sociologiquement, comme je disais, je peux pas te répondre, mais effectivement, il y a en tout cas des personnes qui jouent de cette défiance-là, qui sort pas non plus du chapeau, hein, mais c'est plus vraiment la question. Hein. Mais oui, effectivement, ça joue, bien sûr. Mais du coup là ça rejoint plutôt l'idée qu'on disait tout à l'heure de confirmer les croyances, j'ai l'impression par rapport à ce que tu expliques. Moi je parlais plus d'un système un petit peu comme quand tu rentres dans une secte en fait, au début tu rentres avec des amis qui te disent ah, tiens viens c'est sympa machin et tout ça, puis tu découvres des trucs et puis petit à petit en fait c'est un petit peu comme la grenouille. Tu formates ta façon de penser pour adhérer de plus en plus à ce genre d'idée. Après, il y a un truc aussi, c'est qu'on sait que comment dire, nous, l'être humain, il aime bien le mystère. Donc, une histoire avec du mystère, elle marchera toujours mieux qu'elle marchera toujours mieux. Et ce qui marche encore mieux, c'est je vais vous révéler le mystère. Je vais vous révéler ce que la face cachée des choses, ce qu'on ne vous dira pas, ce que vous ne verrez pas ailleurs. Donc ça, on sait que ça marche bien. Et ensuite, une fois qu'on commence à accrocher quelque chose, on va rentrer un petit peu dans comment dire, on va se faire happer par le biais de confirmation, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose auquel on a envie de croire, et ben en fait, on va se mettre à aller chercher des informations qui vont permettre de valider ces trucs-là. Donc
C'est-à-dire que et puis le problème aussi, c'est qu'en fait, quand on va rentrer dans la croyance, c'est-à-dire dans des croyances un petit peu farfelues, typiquement les Illuminati, les reptiliens, des choses qui ont pas sur lesquelles on n'a pas vraiment de prise. En fait, il va falloir rajouter des couches et des couches d'arguments pour pouvoir faire coller nos croyances à la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez bien documenté, qui est quand même relativement bien documenté. Hein. C'est le sociologue préféré des sceptiques, c'est Bronner. Il a analysé pas mal dans la démocratie des crédules, mais aussi dans son dernier bouquin sur la pensée fanatique, où vraiment, voir comment est-ce que les gens se fanatisent et comment est-ce qu'on rajoute des couches et des couches des couches d'argumentation pour faire coller son point de vue et la réalité. Oui, c'est la pensée extrême, le bouquin, je crois, si je me souviens bien. Exact, voilà, c'est ça, la pensée extrême. Après, d'un point de vue national, est-ce que du coup, ce serait efficace est-ce qu'on peut mettre en place des choses déjà, et est-ce qu'elles seraient efficaces, puisque si les gouvernements ou les grands médias sont considérés comme mensongers ou trompeurs, etc., de toute manière, ils feront pas confiance. Donc du coup, que faire, en fait, à votre avis, pour est-ce qu'il y a des choses à mettre en place, voilà, pour essayer de corriger, en fait, ces biais-là qu'on a tous et qui peuvent poser problème, quoi. Sujets, parce que, comme tu disais, sur le sujet de la pensée complotiste, par exemple, qui est basée sur un rejet de tout ce qui est autorité officielle, le gouvernement, la police, l'éducation. Du coup, mettre quelque chose en place au niveau national avec des fonds publics, ça ne fait que confirmer qu'ils essayent de nous faire croire leur version, et que donc il ne faut pas les croire, ils veulent nous laver le cerveau. Donc du coup, ça m'a l'air très difficile de mettre en place quelque chose de niveau national. Ils avaient essayé, après les attentats de novembre, là, en début de l'année dernière, de mettre en place le site On te manipule, où ils s'adressaient à un public très jeune avec des mots très simples pour essayer de désamorcer un petit peu toutes les théories du complot qui traînent dans les cours d'école. Et c'était pas vraiment une réussite parce que le public cible était mal visé, la façon de faire était grossière, et justement, il donnait exactement du grain à moudre à ceux qui se méfient du gouvernement. Donc ça dépend des sujets. En tout cas, sur la pensée complotiste, il me semble que c'est très difficile de faire quelque chose à partir d'en haut. C'est seulement l'éducation populaire à partir de la population d'en bas, c'est-à-dire les blogueurs, les vidéastes sur YouTube, un peu nous, quoi. On a beaucoup plus de pouvoir sur ce sujet-là, en tout cas pour le complotisme. Oui, je suis assez d'accord. J'ajoute aux blogueurs, aux youtubeurs, les journalistes. mais par exemple sur ce problème de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que l'État peut faire ou quel type d'organisation on peut adopter, je vais reprendre l'exemple d'IVG, mais le gouvernement a voulu, d'ailleurs a fait passer une loi, donc qui étendrait le délit d'entrave d'IVG. Donc avant, c'était simplement les gens, par exemple, qui allaient s'enchaîner à une chaîne d'opérations pour empêcher une IVG qui allait risquer une amende assez lourde et de la prison. Ils ont voulu l'étendre au site internet qui allait en gros désinformer sur la question. Et la Quadrature du Net, qu'on peut pas franchement accuser d'être à droite, a fait un communiqué qui est assez brillant, je trouve, et qui disait cette proposition de loi part d'une intention louable, c'est-à-dire ne pas désinformer les gens, mais son argumentation juridique porte atteinte à d'autres droits fondamentaux que sont la liberté d'expression et d'opinion. Et donc c'est exactement ce que t'explique Christophe, c'est que si on commence à mettre en place des outils étatiques, ou même sans forcément que ce soit étatique, mais des algorithmes par exemple, qui vont censurer la fausse information, ça va ne faire que renforcer les personnes qui pensent que de toute manière on est déjà censuré, on est déjà filtré, et on nous ment. Donc c'est effectivement très compliqué, et je pense que c'est contre-productif. Je crois que le meilleur moyen, c'est effectivement d'essayer de mieux informer, de mieux faire notre travail. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres choses qui nous permettent de faire les choses, de bien informer les personnes, sans forcément faire de la censure ou mettre des outils, en tout cas, qui pourraient y arriver, quoi. Tout à fait. Retrouver la confiance en fait des gens, quoi, en quelque sorte. Ouais. D'ailleurs, la
la Quadrature du Net termine son communiqué en disant la solution, selon eux, réside dans des politiques publiques et une mobilisation plus intense sur l'espace numérique, plus adaptée aux méthodes de référencement actuelles, plus tournée vers les pratiques réelles d'information du public concerné. C'est-à-dire qu'en fait, tout le débat était que les personnes qui tenaient les sites anti-IVG étaient meilleures en référencement que le gouvernement, et que le gouvernement, malgré des campagnes d'achat, parce qu'ils ont fait des achats de termes pour essayer de remonter sur Google, malgré des campagnes assez maladroites d'ailleurs de clics, en fait, où des associations féministes ont dit à cliquer à fond sur le site du gouvernement, ce que d'ailleurs Google censure dans les algorithmes parce qu'ils considèrent que c'est de la triche. Au lieu de faire donc ils ont fait des choses qui n'ont pas marché, donc ils se sont dit la seule solution qui nous reste, c'est d'interdire en fait la désinformation d'une manière pénale, quoi, donc d'étendre le délit d'entrave. Et en fait, la Quadrature répond, mais bon, ils le disent de manière très diplomatique, mais ils leur disent la meilleure façon de faire, c'est que vous soyez meilleur en référencement et que vous arrivez à les surpasser en attirant plus de personnes, en achetant peut-être plus de mots-clés ou simplement en étant meilleur, en codant vos sites d'une meilleure façon, quoi, tout simplement. Tout à fait. Je pense que c'est ça la solution, Victor. Le problème, c'est que d'un côté, dans ce genre de situation, les dés sont pipés de base. Parce que, alors, il y a deux choses. Je voulais revenir sur quelque chose qui a été dit juste avant. C'est-à-dire que quand on s'enferme dans sa bulle, il faut voir aussi que les réseaux sociaux ne nous aident pas beaucoup avec cette bulle. C'est-à-dire que consulter quelque chose, les réseaux sociaux vont vous favoriser les choses qui vont vous intéresser. Donc déjà, ça s'auto-entretient. Et ensuite, pour ce qui est du référencement de ce genre de choses, les gens qui regardent ce genre d'informations, ils ont d'un côté une information qui ne vient pas d'une instance dirigeante et de l'autre côté une information qui vient d'une instance dirigeante. Ils vont de toute manière être méfiants. C'est le gouvernement qui veut matraquer une information. Donc, en fait, je suis pas sûr que ce soit forcément, évidemment, dans un monde idéal, il faudrait que les populations soient hyper éduquées, puissent poser le pour et le contre, sachent faire remonter aux sources, rester critique, être un petit peu plus dans la temporalité de l'analyse de l'information. Mais ça, c'est ce qu'on essaye tous plus ou moins de faire à notre niveau. Mais le problème, c'est que c'est pas exactement ce que vendent ni les médias ni l'information en général. Et ça, c'est plus compliqué. La vraie solution, c'est plus de l'éducation aux médias qu'autre chose. C'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de faire soit du debunk, soit de l'entretien épistémique et de la maïotique pour faire comprendre à la personne pourquoi est-ce qu'elle s'est plantée. C'est un petit peu la métaphore du poisson. Hein. C'est quand même plus simple d'apprendre à quelqu'un à pêcher. C'est-à-dire, c'est quand même plus simple d'apprendre aux gens à repérer les fausses informations plutôt que de leur mâcher le travail à chaque fois et d'être obligé d'aller débunker truc par truc. D'autant qu'en plus, quand on fait du debunk point par point, on sait que ça marche moins bien. Donc, et c'est là que, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution non plus, parce que le truc, c'est que ce genre d'éducation aux médias, si elle est faite, ça se fera vraisemblablement à l'école, et donc du coup, ça sera vu comme un truc officiel, et donc il y aura de la méfiance. On peut s'imaginer qu'il y ait de la méfiance par rapport à l'éducation aux médias, et que donc du coup, le système se tire lui-même une balle dans le pied en rendant négatif quelque chose qui est foncièrement positif. Oui, justement, j'avais parlé de ça, de mettre quelque chose en place au niveau de l'éducation, mais il me semble déjà que dans l'éducation nationale, dans la formation des profs, il y a un volet esprit critique. Après, je sais pas exactement ce qui est dit, raconté dans ce volet-là, mais en tout cas, c'est mis en place depuis 1 ou 2 ans. Après, voilà, je sais pas du tout. Ça dépend toujours dans quelle main ça tombe, ça dépend toujours comment c'est enseigné. C'est toujours compliqué cette histoire-là. Mais effectivement, je pense que l'éducation aux médias reste quand même peut-être une solution dans le sens où peut-être qu'effectivement les gens qui ne seront pas à l'école à ce moment-là, donc les parents, etc., vont avoir un doute par rapport à cet enseignement-là. Mais après, peut-être que les gamins, justement, ayant acquis peut-être des techniques entre guillemets d'esprit critique, etc., pourront se faire leur propre avis et avoir du coup un avis différent de leurs parents quand ils seront plus grands, quoi. C'est mon avis. Ouais, non, ça c'est sûr, ça serait génial. Après, le problème aussi, c'est que c'est Nicolas Gauvry, je crois, qui avait cette réflexion-là. En fait, le problème, c'est qu'en fait, pour l'instant, les éducations aux médias, à l'anticomplotisme, c'est-à-dire que c'est fait de manière un petit peu chacun y va un petit peu de son côté sans trop regarder ce qui marche bien. Et en fait, le problème, c'est que pour l'instant, on sait pas très bien, on sait pas exactement évaluer, voir qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui marche pas bien dans ce genre d'éducation aux médias.
Du coup, dénoncer les hoax, est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que ça permet de contrecarrer un petit peu la montée de ce genre de pratiques, le hoax, etc. Je crois que c'est important. Ouais. Oui, c'est utile, d'autant qu'en plus, une fois qu'on a réussi à accrocher quelqu'un sur un hoax un peu bateau, par exemple le monstre du Loch Ness ou quelqu'un qui se fait avoir avec qui on va discuter en lui montrant bah non regarde ça marche pas ou enfin je sais pas des petits hommes verts quelque part. Le truc c'est de non seulement lui montrer mais également lui montrer quelle technique on a utilisée pour voilà bah, ce que fait Christophe à chaque fois, c'est-à-dire remonter aux sources, aller voir qu'est-ce que dit la source à la base, est-ce qu'elle dit vraiment ce que dit l'article et lui montrer quelles sont les techniques qu'on peut utiliser la prochaine fois qu'on va tomber face à une affirmation un peu bizarre, voilà, soit un peu bizarre, ou alors encore pire, une information qui confirme ce qu'on pensait déjà, parce que c'est de celle-là dont il faut se méfier en plus. Le public est très demandeur de sites exhaustifs, enfin une liste exhaustive de tous les sites qui désinforment ou en qui on ne peut pas faire confiance. Moi, très souvent, on me demande, mais où est-ce que je peux trouver une liste des sites auxquels il ne faut pas faire confiance? Ou au contraire, une liste des sites fiables. Mais ça, c'est impossible à dire, effectivement, puisqu'on ne peut pas évaluer les sites, mais seulement les informations une par une. Et c'est important de faire un petit peu de debunk, c'est-à-dire de montrer que quelqu'un a tort et pourquoi il a tort. Le site Hoaxbuster, par exemple, le fait très bien. Heureusement qu'il est là, parce qu'il permet aux gens moyennement sceptiques qui ont juste fait une recherche d'avoir une URL à donner à sa tante Gudule qui a encore partagé un truc complètement faux. Donc avoir des petits articles expliquant pourquoi tel truc est faux, ça permet de contrecarrer un petit peu la propagation de ces rumeurs. Et ça, c'est juste un pan, un volet. Hein. L'autre volet, c'est celui dont vous venez de parler tout à l'heure, hein, c'est l'éducation aux médias. C'est-à-dire expliquer pourquoi on sait que c'est faux, ou pourquoi on sait que c'est vrai, au cas où. Et quelles sont les raisons qui font qu'on peut dire que ça c'est vrai ou que ça c'est faux? Quelles sont les preuves? Quels sont les arguments? Quelles sont les sources? Pourquoi on peut penser que c'est vrai? Voilà. Les raisons pour lesquelles les choses sont vraies ou fausses, c'est surtout ça qu'il faut enseigner aux gens pour aller les chercher et les trouver. Et pendant qu'on préparait le live, Victor, tu avais expliqué que ça dépendait en fait aussi des personnes à qui on proposait de dénoncer les hoax, etc. Parce que par exemple, les complotistes, en général, ils sont au final plus persuadés que tu essayes de leur vendre du fake qu'avant d'avoir commencé la conversation en fait. Au plus tu vas essayer de les convaincre, au plus ils vont se sentir en fait, ils vont se renfermer dans leur croyance, quoi. Ils vont mettre des barrières. Cédric, le debunk ou les techniques de l'esprit critique, c'est très difficile d'évaluer leur efficacité. Moi, si on me pose la question aujourd'hui, j'ai cette impression-là, que dire à quelqu'un qu'il a tort et le contredire avec des arguments solides et des preuves vérifiables, ça a une certaine efficacité selon une certaine catégorie de population, mais pas tout le monde. Effectivement, celui qui est déjà entièrement convaincu que sa théorie est vraie, il n'en démordra pas. Quelqu'un qui est vraiment tenant, qui se reconnaît comme partisan de sa religion, de son parti politique, ou de son combat contre les vaccins, par exemple. Il est très souvent pas convaincu par des contre-argumentations, aussi pertinentes soient-elles. La contre-argumentation et les techniques de debunk, ça marche sur les gens qui sont pas complètement convaincus, qui sont moite-moite, qui sont dubitatifs, qui n'ont pas encore complètement d'avis et qui pourraient du coup basculer d'un côté ou de l'autre, j'y crois pas, au moindre argument. Alors là, oui, contre-argumenter face à ces gens-là, ça peut être efficace. Et puis aussi, il y a une autre catégorie de personnes, c'est ceux qui connaissaient même pas la controverse avant qu'on en parle. Si moi, j'essaye de débunker quelque chose d'un peu pointu, que je le fais en public, sur une plateforme, un réseau social ou une vidéo YouTube qui a beaucoup d'audience, peut-être que j'ai expliqué à plein de gens qui savaient même pas qu'il y avait controverse, que sur ce sujet-là, apparemment,
tout le monde pense pas pareil, qu'il peut y avoir controverse et que finalement c'est discuté. Et du coup, ouais, mais finalement, si tu une vision moite-moite, alors qu'au contraire, ils y croyaient pas du tout au début. Voilà. Mais après, si tu fais bien ta vidéo, normalement, à la fin, il devrait être de ton côté, normalement. Ouais, bah c'est difficile parce que cet effet moite-moite là, cet effet 50-50, c'est un petit peu l'effet stressante, par exemple. L'effet stressante, ça vient de une anecdote de Barbara Streisand qui a voulu faire interdire une vue aérienne de sa belle villa. Et du coup, tout le monde s'est demandé mais pourquoi elle veut le faire interdire. Elle a quelque chose à cacher. Tout le monde l'a regardé et finalement, tout le monde l'a vu. Voilà. À vouloir trop cacher quelque chose, ça le surexpose. Et du coup, à vouloir débunker un truc dont finalement il y a une petite minorité des gens qui étaient déjà au courant, bah du coup ça l'expose et ça fait connaître cette pseudo-controverse à un très grand nombre de gens. Et si jamais il y a que 1% des gens qui seront assez bêtes pour y croire, bah si je l'expose à 1 million de personnes, bah, il y a 1% de ces gens-là qui vont finir par y croire et j'en aurai la responsabilité. Donc même une vidéo bien faite, il faut quand même faire attention à pas faire jouer cet effet-là, quoi. Oui, Alors, l'effet boomerang. vas-y François. je crois que Victor voulait dire quelque chose. Oui, merci. Je suis assez d'accord, mais effectivement, c'est des questions qu'on se pose dans les rédactions. Déjà, à qui on parle, donc qui est-ce qu'on va essayer de convaincre, et effectivement, la plupart des intox de Libération ou les décodeurs du Monde, où nous, on n'a pas une rubrique dédiée, mais on le fait aussi. Tout le debunk, c'est effectivement à qui on s'adresse. Et clairement, on s'adresse aux personnes qui ne sont pas déjà convaincues du hoax, ou des personnes qui vont le défendre. Donc, on va s'adresser aux autres personnes qui ont pu se laisser prendre, qui ont pu y croire, et on va leur expliquer avec des arguments qu'en fait, non. Et je pense que ça marche pas mal sur beaucoup de personnes, et je crois que c'est très important de le faire. Et ensuite, il y a le deuxième point que tu abordais, Christophe, qui était, rappelle-moi, rafraîchis-moi la mémoire. L'effet boomerang, l'effet d'exposition, l'effet stressant. Oui, voilà, exactement. Et donc, effectivement, ça c'est une autre question qu'on se pose dans les rédactions aussi, c'est est-ce qu'on va débunker absolument tout ou pas? La réponse est évidemment non. C'est-à-dire qu'on va attendre, enfin, on va pas le faire sur des petits événements parce qu'on va leur donner trop d'importance en fait sur des petits hoax qui traînent juste sur quelques petits réseaux qui ne sont de toute manière pas très convaincants. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils restent sur une petite échelle. Donc, on va se concentrer sur les gros hoax, typiquement sur les fausses images. Ça, c'est des choses qui circulent beaucoup pendant des attentats ou pendant la guerre. Regardez ces enfants là en Syrie, alors qu'en fait ils sont pas en Syrie, c'était en Russie il y a 5 ans. Où il y a eu ça pendant beaucoup d'attentats, où il y a, voilà, par exemple pendant les attentats en France où il y avait beaucoup de regarder ce qui s'est passé dans la rue, alors qu'en fait les photos étaient des fausses photos qui venaient d'autres pays, etc. Donc ça, quand c'est très très viral et quand il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau, notamment sur les réseaux sociaux, c'est souvent à ça qu'on voit sur typiquement Facebook le nombre de vues qu'une vidéo a fait, ou une image, ou les commentaires. Là, effectivement, on va avoir une mission en tant que journaliste d'expliquer qu'en fait non, cette photo-là est fausse, et il y a des gens qui se laissent piégés de bonne foi, c'est-à-dire qu'ils sont pas ils ne font pas ça ni pour l'argent ni pour des questions idéologiques, mais qui partagent parce qu'ils pensent que c'est la vérité. Donc effectivement, là, on a un vrai travail de le faire de débunker des informations quand elles prennent trop d'ampleur. François, tu voulais dire un truc aussi? Oui, je voulais dire quelque chose. Et oui, alors c'était deux choses. On a du mal à évaluer la proportion d'une population qui adhère à certaines idées, typiquement les platistes, ou un truc qui me concerne plus directement, les anti-vax ou les choses comme ça. On a envie de les débunker parce que on considère que c'est quelque chose d'important, mais en fait, on ne sait pas vraiment quelle part de la population ils représentent. Mais comme on est dans le milieu, on est un petit peu, on se met des œillères, on voit pas qu'ils représentent peut-être qu'une toute petite partie de la population, et que ça sert peut-être à rien de effectivement faire la lumière sur ce genre d'idées. Exactement. Ça, c'était le premier point. On est très mauvais, je pense, pour évaluer exactement quelle part de la population adhère à ce type d'idée. Parce qu'on est dans des bulles. Oui, je pense qu'on se voit là un petit peu la face devant ce genre de choses. Et la deuxième chose, je sais plus, ça devait être très intelligent, mais je ne m'en souviens pas, donc je vais passer mon tour. Oui, vas-y, si tu voulais dire un truc.
Oui, en fait, dans ce genre de situation, enfin, comment dire, est-ce que ça vaut la peine de débunker? Il y a deux choses qui sont à prendre en compte aussi, c'est ce qu'on appelle le biais de simple exposition, c'est-à-dire que le simple fait d'être confronté à une information va faire qu'en fait, on va y prêter plus attention, et qu'elle va en fait influer, le simple fait de lire quelque chose, même si on n'y fait pas vraiment attention, en fait, ça va vraiment avoir une influence sur la façon dont on va voir ce qui est relié à cette chose. Je sais pas si je serais clair, je ne vais pas prendre d'exemple particulier, mais il y a ça. Il y a aussi le fait que, par exemple, comme François, tu parlais des antivax, en fait, on est extrêmement mauvais pour juger d'un risque. Et donc, en fait, la couverture médiatique pour le coup d'un début de controverse ou d'un semblant de controverse sur tel ou tel sujet, et ben ça peut amener les gens à se dire oula mon Dieu, mais il y a une chance sur 1 million que je sais pas, enfin que je développe un syndrome quelconque suite à une vaccination. Mais en fait, le danger potentiel est extrêmement surévalué. On se rend pas compte qu'on risque 1000 fois plus de mourir tué par une noix de coco qui tombe d'un arbre que par je sais pas moi que de mourir foudroyé par exemple. Enfin, il y a des trucs, on a beaucoup plus de chances de mourir tué par un hippopotame que de mourir tué par une attaque de requin. Mais tout dépend de comment on le présente en fait. On n'est pas très très bon, pour évaluer les risques. On a plus de chances de mourir d'une piqûre de moustique, en fait. Ah oui, carrément. Alors là, carrément même. Ou tué par une vache en France. Oui, les traumatismes bovins, c'est quelque chose de relativement fréquent. Et pourtant, personne n'a peur des vaches. Peut-être, hein, si, ça doit exister, je pense. Moi, je voulais juste te dire que j'ai vu dernièrement, là, cette semaine, un documentaire sur James Randi. Donc, James Randi, qui est un célèbre magicien américain qui est aussi connu pour être un sceptique, qui essaye de révéler en fait les manipulations de certains grands manipulateurs. Il a notamment travaillé sur Uri Geller, etc., qui est très connu en France aussi. Et donc c'était assez rigolo parce qu'à un moment donné, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que du coup les gens qui croient vraiment, qui sont vraiment dans le truc, comment ils réagissent? Et là en fait, il est sur une émission de télé. Et en fait, il a, depuis des mois, en fait, il refait tous les trucs que fait Uri Geller dans les émissions, il refait les mêmes. Et dans l'émission de télé, le présentateur qui dit non mais vous, on sait que c'est faux, mais lui, c'est vrai. Et là, il dit mais alors, explique-moi pourquoi. Et le présentateur, il répond je saurais pas expliquer pourquoi là maintenant, mais il y a sûrement une explication. Sûrement. Voilà, c'est assez incroyable en fait, à quel point en fait, dès qu'on croit à un truc, on a vraiment de très grandes difficultés à s'en défaire, quoi. Avec un exemple comme ça, c'est assez impressionnant, quoi. C'est assez impressionnant. Ouais, puis les gens tombent facilement dans le relativisme aussi. C'est-à-dire que quand tu fais, pour revenir un peu sur le debunk, quand tu fais du debunk, tu vas montrer à quelqu'un toute une série d'argumentations. En arrivant à discuter bien avec les gens, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que tu peux avoir des conversations très très longues. En fait, tu vas montrer à quelqu'un que ce qu'il a dit, non, c'est pas vrai, il s'est servi d'une source, mais en fait, la source dit pas ce qu'elle dit. Et les gens reconnaissent que effectivement, ils sont trompés, etc. Et à la fin, ils vont te dire, oui, effectivement, partout j'avais tort, mais je reste sur mon point de vue parce que tout ça, c'était ton avis. Ouais, d'accord. C'est ce que j'ai décidé de croire. Ouais, exactement. Alors, donc, du coup, tout à l'heure, on en a parlé un petit peu des choses qui pouvaient être mises en place au niveau national, même si c'est restreint, quoi, du coup, on s'en rend compte. Du coup, est-ce que ça pourrait pas être plutôt une démarche citoyenne, un petit peu comme tu fais, Christophe, avec ton travail au sein de l'Observatoire zététique, mais aussi par rapport à la chaîne. Est-ce que vous pensez que, du coup, l'éducation aux médias, l'éducation à l'esprit critique, etc., est-ce que vous pensez que c'est plus une démarche citoyenne, du coup, qui doit venir de nous? Ça doit, je ne sais pas, mais est-ce que ça peut venir de nous? Moi, c'est ce que je pense. J'espère que dans le futur, dans mon futur idéal, quand je ferme les yeux et que j'imagine comment un futur ensoleillé sera devant nous, ce serait un monde où
chaque personne soit responsable et doivent rendre compte de ce qu'ils racontent ou de ce qu'ils partagent. Pas juste cliquer, partager, dire des trucs soit énormes, soit choquants, soit faux, sans qu'il y ait de retour de bâton et sans qu'on ait à assumer ce qu'on dit. Et pour que ça se passe, il faut juste que tous ceux qui sont autour là de la table au repas de famille ou tous ceux qui sont là sur les réseaux sociaux et qui écoutent ce message-là réclament les raisons pour lesquelles la personne a dit ça. Pourquoi est-ce que tu as dit ça? Quelles sont les preuves? Quels sont les arguments? D'où est-ce que ça vient? Allons vérifier si effectivement tu as retranscrit comme il faut ce qu'a dit la source que tu as citée. Et si il y avait un peu plus de pression sur les gens, sur les journalistes, sur les politiques en particulier, pour qu'ils donnent les raisons pour lesquelles ils pensent tel ou tel truc, et pas seulement qu'ils disent tel ou tel truc, et ben du coup, je pense qu'on serait beaucoup plus prudent avant de l'ouvrir. Et en politique en particulier, on l'a bien vu avec l'élection de Trump, où il a dit des phrases complètement ahurissantes, complètement sorties du chapeau. Par rapport au climat notamment, ouais. Sans jamais avoir à se justifier ou à avoir un retour de bâton pour expliquer d'où il tient ça, pourquoi il dit ça, c'est quoi les raisons. Et ça passe comme une lettre à la poste et ça peut avoir un poids dans une campagne électorale. Voilà. Moi, dans mon futur idéal, j'aimerais qu'on soit redevable qu'on soit responsable de ce qu'on dit et qu'on devrait devoir pouvoir le justifier et raconter pourquoi on dit les choses. C'est ce que fait un scientifique, par exemple. Moi, je lutte beaucoup contre l'argument d'autorité. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un a un diplôme ou quelqu'un a un prix ou a un métier qu'il dit moins d'âneries que quelqu'un d'autre. Donc, mon voisin de palier, il peut très bien dire des choses plus vraies que mon médecin. Par contre, ce que je sais, c'est qu'un expert dont c'est le métier, un médecin, un scientifique, un chercheur, très souvent, il est capable, lui, de vous donner les raisons pour lesquelles il pense tel ou tel truc. Moi, mon médecin, quand il me dit prenez tel médicament, ça ira mieux, si je lui demande pourquoi, il me dira parce qu'il y a telle étude qui a fait sur 3000 patients un essai en double aveugle qui a vérifié que... Voilà. Donc un expert, il y a quand même ça de différent, c'est quelqu'un qui est capable de vous donner les raisons pour lesquelles il pense ci ou il pense ça. J'aimerais que tout le monde puisse donner ces sources-là et les raisons pour lesquelles il pense les choses. Oui, mais du coup, on se retrouve aussi avec des pseudo-experts aussi, des fois, qui parlent de leur domaine, mais qui sont un petit peu à la ramasse. Exactement. Du coup, voilà, ce qui fait la différence entre un expert et un pseudo-expert, c'est pas son métier, c'est pas son diplôme, c'est pas sa réputation, c'est pas le nombre de livres qu'il vend dans ma librairie, c'est sa capacité à me donner des sources fiables. Voilà, un pseudo-expert, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui en fait a pas beaucoup de sources pour étayer ses propos. Et je dis toujours du coup, je vais essayer d'arrêter. En fait, je me souviens en fait de l'histoire de sur France 2 par rapport aux pesticides, il y avait l'émission vous allez m'aider peut-être que j'ai oublié ce nom. Cache Investigation. Tout à fait, Cache Investigation qui normalement a une équipe tout de même de professionnels de l'information, c'est des journalistes qui sont incapables de lire une étude. C'est quand même assez ahurissant. Je ne sais pas s'ils sont incapables parce qu'ils ont fait des super documentaires et il y a plein de sujets sur lesquels ils ont été très pointus. Donc c'est pas une histoire de capacité. Par contre, je vois bien effectivement l'anecdote que tu racontes. C'était à propos des pesticides où ils ont non seulement mal cité l'étude, mais ils lui ont fait dire exactement le contraire de ce qu'elle disait. Et je pense que ça vient juste du fait que ça allait justement dans le sens de leurs opinions, de ce qu'ils avaient à dire dans le documentaire. Donc c'est pas vraiment un manque de capacité intellectuelle à vérifier les sources, c'est pas vraiment un manque de méthode, c'est juste que, comme tout le monde, comme moi, comme mes proches, comme tous les internautes, on a cette capacité à avoir un raisonnement à deux vitesses où dans la plupart des cas, on raisonne comme il faut, on réclame des preuves, on analyse les sources, et il y a certains cas où, hop, là, on lève tous les filtres,
on laisse passer les pensées dans nos cerveaux sans jamais les analyser parce qu'elles vont dans le sens de nos opinions. Et effectivement, Cache Investigation, sur ce coup-là, avait laissé passer cette info-là et sans la vérifier plus que ça. Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait de la désinformation. Je ne pense pas que c'était sciemment fait. C'est juste que... Je crois qu'il ne me semble pas qu'il ait désavoué après. Hein. Ils ont maintenu que... Vraiment désavoué. Ils ont essayé de se justifier de façon plus ou moins crédible. Et c'est vraiment parce que ça allait vraiment dans le sens de leur documentaire qu'ils ont dit ça. Oui, on en revient. Pour le coup, ils s'étaient aussi entourés des... Parce que je crois que c'est Klein qui appelle ça des experts naïfs, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont en fait pas experts, mais qui sont issus de la société civile, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils étaient, c'est une association qui s'appelle Génération Future, je crois, si je me souviens bien. Et donc c'est des gens qui sont en fait très documentés, mais qui sont pas toxicologues. Et donc en fait, ils étaient engagés. Voilà, exactement, très très engagés, mais qui en fait n'ont pas du tout de formation universitaire. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est des gens qui vont voir la quasi-totalité de ce qui leur passe sous le nez à travers leur grille de lecture qui est militante. Et plus on est militant, et plus on est sujet à le mécanisme que je viens d'expliquer là, c'est-à-dire ne pas filtrer les informations qui vont particulièrement dans notre sens. On en revient toujours au biais de confirmation. Exactement. Saleté. Donc en gros, il faut se méfier de deux choses, du biais de confirmation et de l'argument d'autorité. Exactement. Et pas chez les autres, pas se méfier de l'argument, du biais de confirmation des autres, bien se méfier de ses propres arguments, de ses propres biais de confirmation à soi. Ouais, il faut se méfier des articles qui vont dans le sens de ce qu'on pense déjà. Exactement. Et du coup, quoi faire pour... on dit se méfier là, d'accord, mais... C'est-à-dire aller vérifier du coup sur des sites, par exemple si je vois une information qui me semble assez extraordinaire sur l'Express par exemple, est-ce que je vais aller sur Stop Mensonge pour vérifier l'inverse? Est-ce que c'est cohérent? Cette liste, elle est très précieuse parce que c'est une des premières choses à faire, c'est d'essayer d'évaluer les sources. Ça ne veut pas dire que l'information elle est fausse, même Stop Mensonge, je suis sûr qu'ils peuvent dire des trucs vrais de temps en temps. Si, je suis sûr. Mais si un site statistiquement, à un moment, ils ont forcément quelque chose de vrai. Oui, probablement. Mais par contre, si jamais c'est Voltaire qui disait que les astrologues pourraient avoir le privilège de toujours se tromper. Exactement. Et si un site a été pris la main dans le sac plein de fois à déformer la vérité, toujours dans le même sens, toujours dans le sens de ses opinions à lui, parce qu'il a probablement un message qu'il veut rabâcher, donc tout ce qui va dans son sens, il le déformera. Pour que tout ce qui ne va pas dans son sens, il le déformera. Alors effectivement, on peut baisser notre note de confiance à un média en général et pas seulement à une information en particulier. Et du coup, oui, la liste des sites suspicieux de l'Express, c'est vraiment un outil très précieux pour moi. D'accord. Après, j'aimerais bien parler par rapport à toi, Cédric, par rapport aux bibliothèques, parce que quand même c'est censé être un lieu de savoir. Et donc, dans les bibliothèques, est-ce qu'on peut trouver des trucs complètement foireux? Et comment les bibliothécaires font le tri des informations, des choses qu'ils achètent, etc. Alors, moi, je suis pas bibliothécaire, hein. Je suis adjoint des bibliothèques, donc, enfin, je pourrais situer un peu mon niveau. Je suis à peu près au laborantin, enfin, je suis à peu près au bibliothécaire, ce que le laborantin est au chercheur. Alors, en bibliothèque, en fait, si tu veux, quand on va choisir on va choisir un document. Alors, je vais parler uniquement des sciences, hein, en gros, en sciences, tu vas choisir un document qui va avec ta collection, c'est-à-dire qu'en gros, bah, tu vas pas retrouver dans une bibliothèque d'un village ou d'une ville lambda, tu vas pas retrouver des documents, enfin, tu vas pas retrouver des thèses, hein, par exemple, tu vas pas retrouver des documents qui vont en bibliothèque universitaire. Donc normalement, le ou la bibliothécaire est censé se tenir à jour des connaissances actuelles et mettre ça au bon endroit.
Le truc, c'est que donc ça c'est dans un monde idéal. Dans le monde réel, en fait, il y a un gros problème, il y a plusieurs problèmes. C'est qu'en fait déjà, t'as pas forcément le temps tout le monde peut pas être spécialiste en tout, donc tu peux pas passer ton temps à relire tes collections pour voir qu'est-ce qui en fait ne va plus dedans, même si c'est fait régulièrement. Mais c'est plus compliqué en sciences, parce que en sciences, c'est c'est un domaine qui est les bibliothécaires, et ils sont dans leur grande, immense majorité, à 90% issus des filières L, et donc en fait c'est des domaines qui sont pas dans leur domaine de formation initiale, et c'est pas forcément ce sur quoi ils ou elles vont aller en termes de goût personnel, parce que ça joue aussi. Il y a ça, et aussi le fait que les bibliothécaires, ils ont un côté un peu conservateur, dans le sens qu'ils on n'aime pas jeter. Et donc du coup ils peuvent garder des trucs anciens qui sont plus d'actualité. Il y a aussi, voilà. Il y a aussi la question des moyens, parce que beaucoup de bibliothèques sont en difficulté, donc quand on peut pas racheter un livre sur la lumière, même s'il y en a un très joli mais qu'on n'a pas les sous, on va garder le vieux qui n'est plus du tout à jour, quoi, par exemple. Voilà. Et aussi on va garder le truc qui est dans le paradigme, dans le paradigme éditorial ambiant. Un truc un peu bateau, l'exemple un peu typique, alors il y a deux exemples un peu typiques. En climatologie, on va toujours, quasiment dans toutes les bibliothèques, on va retrouver le bouquin de Claude Allègre, qui est un climato-sceptique, avec des graphiques, des figures de tableaux qui sont montés à l'envers, et d'autres trucs un peu dans le genre. On retrouve de la pseudoscience, de toute façon, dans toutes les bibliothèques. On retrouve énormément de pseudosciences. On va en retrouver énormément en médecine. Alors, il y a plein de trucs sur l'automédication, fleurs de bac, homéopathie, tout ça, ça marche très bien. Alors, par contre, après, ça va respecter le paradigme ambiant. Donc, c'est-à-dire que en France, on aime bien la fleur de bac, homéopathie, ça marche bien, donc on va les retrouver en médecine. Mais par contre, la guérison par les anges, ça plus trop la cote, donc ça va être en ésotérisme, alors que les deux ont à peu près autant d'études qui les valident. Savoir qu'ils en ont pas. Mais on va quand même le retrouver en sciences. Et après, tu vas retrouver d'autres trucs. Par exemple, j'ai les guérisseurs par les mains, tu vas les retrouver en ethnologie. En fait, en bibliothèque, en gros, on retrouve les mêmes biais qu'en librairie, en fait, quelque part. Parce que tu parlais de Claude Allègre, pardon. S'il a été mis, je suppose, en rayon, c'est parce qu'il est connu, tout simplement. Si ça avait été quelqu'un de lambda, peut-être qu'il n'aurait pas été ce bouquin-là. Oui, il est connu et demandé. On est aussi, les bibliothécaires sont aussi un peu soumis à la demande, même Laurent Deutsch, par exemple, je crois que Laurent Deutsch, son bouquin, on le retrouve partout, quoi. Ah oui, oui. Je pense, moi là-bas, j'ai une formation en histoire. Le bouquin de Laurent Deutsch, je pense que ça va faire s'arracher les cheveux de mes profs de contemporaine, mais c'est son bouquin, on le retrouve partout, quand c'est pas également la version en audio, je crois qu'il y a une version documentaire aussi, je pense qu'on va la retrouver un petit peu partout aussi. Et puis parfois c'est que tout simplement l'information, elle est quasiment pas existante dans l'édition grand public en France, comme par exemple si tu prends les OGM. Alors je me suis amusé à regarder un petit peu, je suis allé voir sur la Fnac, quand on tape OGM, en fait on a quasiment que à part 2 ou 3 bouquins, il y a quasiment que des trucs qui t'expliquent que c'est le grand Satan, machin, tout ça, etc. Ce qui est pas du tout en accord avec le consensus. Mais en fait, un bibliothécaire qui voudrait alimenter son fonds avec des bouquins qui vont dans le sens, qui disent le consensus, c'est extrêmement compliqué. Il y en a 2 ou 3. Alors qu'à côté, il y en a des trouzaines et des trouzaines qui sont des bouquins qui sont des bouquins en fait militants, qui vont faire ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire qu'ils vont garder juste les petits bouts qui vont dans le sens de ce qu'ils pensent pour ensuite alimenter des bouquins. En plus, les 2 ou 3, je suppose qu'ils doivent être un petit peu compliqués, pas tout public, quoi. Il y a tous les coups. Il y en a, certains sont tout public, mais c'est pas forcément le cas. Mais il y en a qui sont assez bien faits, c'est pas, j'ai pas cité de titre, mais il y en a qui sont quand même assez bien faits. Mais c'est Allô ? Oui, je suis encore là ? Oui, c'est bon, je t'entends. Il faudrait faire des études, je sais pas si ce serait possible, mais à mon avis, on retrouve beaucoup plus les bouquins, les bouquins de Seralini doivent être présents dans énormément de médiathèques, alors que, à côté, une information scientifique valide, il doit pas y en avoir tant que ça, ou nettement moins. Du coup, est-ce qu'on peut faire confiance
Du coup, ce qu'on trouve en bibliothèque, pas tellement, quoi. Mais est-ce que les bibliothécaires eux-mêmes, tu penses qu'ils auraient tendance à conseiller ces bouquins-là, même même s'ils sont un peu douteux, quoi? Parce que même s'ils ont acheté, des fois, c'est par rapport à une demande, mais est-ce que eux-mêmes iraient les conseiller? Alors, en Ça doit, bibliothèque, ça tu doit vas pas dépendre, je suppose. Ça doit dépendre des cas, mais. Ça doit dépendre, oui, ça dépend des cas. C'est-à-dire que quand tu vas également le personnel avec lequel tu vas être en contact et pas forcément la personne qui a choisi le fond. Et ça peut être quelqu'un. Après, on n'est pas censé prendre parti, donc de toute façon, une personne qui vient, nous, on est censé, t'es censé te baser sur ton logiciel. C'est-à-dire que la personne vient, elle te dit, je veux des bouquins sur l'autisme. Si elle veut des trucs sur de psychanalyste, eh ben, tu vas lui refiler la forteresse invisible de j'ai bouffé son nom, mais enfin c'est un mec qui explique le type qui a théorisé le fait que les mères étaient responsables de l'autisme de leurs enfants. Et donc ça, c'est des livres qu'on va retrouver dans quasi également. Enfin, on va le retrouver dans beaucoup de médiathèques. En gros, faut se méfier des médiathèques aussi, quoi. Faut garder son esprit critique, même là-bas, du coup. Il faut se méfier de tout, hein, de toute façon, de la même façon que une médiathèque, par définition, c'est un ensemble de médias. Donc, oui, mais il y a toujours cette image, en fait, je disais ça parce qu'il y a toujours cette image, en fait, de la médiathèque qui est le lieu du savoir, un petit peu prout-prout, quoi, tu vois. Ouais, il y a toujours cette image-là, au niveau du grand public. Et, bien sûr. Après, il faut ça m'est jamais, il y a très peu de bouquins que j'ai lus sur des sujets un peu polémiques, un peu touchy, où je me suis dit, là, je suis en accord avec tout ce qu'il dit. C'est un peu compliqué, hein. Tu peux pas, de toute façon, à la base, partir du principe que telle ou telle entité serait dépositaire du savoir absolu et qu'il faudrait prendre pour argent comptant tout ce qu'elle dit, c'est renier son esprit critique, et à la base, c'est mauvais. Tout à fait, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Méfions-nous, gardons l'esprit critique. Voilà, c'est la phrase du soir, je pense. Et méfiez-vous des gens qui vous disent de vous méfier des gens, comme dirait la Tronchambier. Ouais, j'ai adoré cette phrase aussi, tout à fait. Donc merci, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Merci à vous pour cette discussion. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, ou une phrase de conclusion, ou quelque chose comme ça, ou est-ce que on en finit rapidement? Qu'en pensez-vous? Eh bien, moi, j'ai pas hâte que la campagne électorale française commence, parce que je pense que ça va être un festival de désinformation. Il va falloir être préparé. Ah oui, on a vu ce que ça a donné aux États-Unis. Il y a peu de chances pour qu'on soit meilleur chez nous. Alors, Victor, tu ne peux plus parler a priori, mais on compte sur toi. Merci d'être venu, Victor. Merci à tous donc d'avoir écouté ce live, et merci aux invités. Mais merci à toi de nous avoir invités. Moi, ça m'a fait très plaisir d'être là avec vous ce soir. Pareillement. Pareil. On espère pouvoir vous inviter une autre fois pour un autre sujet, ce serait intéressant, car on avait encore des choses à dire, je pense, malgré tout, sur des sujets, on va dire, parallèles à ce sujet-là, parce que des fois ça débordait un petit peu, mais je pense que voilà, on a quand même fait le tour de ce sujet-là, et qu'on a dit des choses bien, donc j'espère que ça aura intéressé les gens. Voilà.